Le colis n'était pas censé être là. Nathan fixa son scanner de livraison, la diode électroluminescente verte clignotant d'un air moqueur à 23h47. Identification du colis, Fox X-Ray 4471. Destination, 1247, rue Maple, Somerville. Son adresse, sa propre putain d'adresse. Il était à califourchon sur son vélo dans le parking désert de l'entrepôt, la pluie tambourinant contre son casque. Le carton scellé dans sa sacoche de coursier semblait plus lourd maintenant, comme s'il contenait des secrets au lieu de l'objet banal pour lequel il avait été payé 43 $ pour le transporter à travers la ville. En 4 ans de travail de livraison du dernier kilomètre, Nathan n'avait jamais livré une seule fois dans sa propre rue, et encore moins dans son propre immeuble. L'entrepôt se dressait, sombre, à l'exception d'un éclairage de sécurité solitaire projetant de longues ombres sur le quai de chargement. Nathan vérifia son téléphone portable. Aucun appel manqué d'Elena. Elle dormait quand il était parti pour cette course tardive, recroquevillée sous leur couverture élimée, le dos tourné vers son côté du lit. La même position qu'elle maintenait depuis des mois maintenant. Il sortit le colis de son sac, une étiquette d'expédition groupée standard de Phoenix Freight. La même entreprise où Elena travaillait en tant que coordinatrice logistique. Le nom de l'expéditeur était indiqué comme B. Laval. Nathan ne reconnaissait pas, mais quelque chose dans l'écriture lui semblait familier ou trop soigné, trop délibéré. Son téléphone vibra. Un message d'Elena. Je travaille tard. Ne m'attends pas. Nathan jeta un coup d'œil à l'horodatage. Elle l'avait envoyé 27 minutes plus tôt, à 23h20, un mercredi. Il rangea le téléphone dans sa poche et poussa son vélo vers l'entrée de l'entrepôt. L'annuaire du bâtiment répertoriait 17 entreprises différentes, mais une seule était éclairée. Phoenix Freight, suite 4 Bravo. L'entreprise d'Elena, la même entreprise qui se restructurait depuis 6 mois. La même restructuration qu'il avait en quelque sorte envoyé travailler les week-ends et faire des inventaires tard le soir. Nathan colla son oreille à la porte de l'entrepôt. Des voix étouffées résonnaient de quelque part à l'intérieur. Un rire d'homme, puis un rire de femme. La femme ressemblait à Elena. Il recula, son souffle formant de petits nuages dans l'air d'octobre. Le colis dans ses mains ressemblait soudainement à une preuve, bien qu'une preuve de quoi, il ne pouvait pas le dire. Nathan avait bâti sa vie sur la routine, sur le simple échange consistant à ramasser des colis et à les déposer. Pas de questions, pas de drame, juste du travail. Mais ce colis violait tous les principes de son existence ordonnée. Une portière de voiture claqua sur le parking derrière lui. Nathan se retourna pour voir un véhicule utilitaire sport Mercedes argenté s'éloigner du bâtiment, ses phares balayant le terrain vague. La plaque d'immatriculation était trop éloignée pour être déchiffrée, mais il aperçut le conducteur, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux sombres et aux vêtements coûteux. Nathan attendit que le véhicule utilitaire sport disparaisse avant d'essayer la porte d'entrée de l'entrepôt. Déverrouillé. Le gardien de sécurité avait dû s'absenter. Ou peut-être qu'il n'y en avait pas du tout. À l'intérieur, le bâtiment sentait le carton et la solution de nettoyage industriel. Ses pas résonnèrent dans le couloir vide alors qu'il se dirigeait vers la suite 4 Bravo. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte, et Nathan pouvait voir le bord d'une lampe de bureau projetant une lumière jaune sur des papiers éparpillés. Il poussa la porte plus largement. Le bureau était vide, mais quelqu'un s'y était trouvé récemment. 2 tasses à café étaient posées sur le bureau, l'une portant des traces de rouge à lèvres correspondant à la teinte préférée d'Elena, Wine with Everything de Revlon. Son sac à main était posé à côté des tasses, le même sac en cuir noir qu'elle portait depuis 3 ans. Nathan posa le colis sur le bureau et sortit son téléphone. La localisation d'Elena la montrait endormie chez elle, mais son sac à main était ici, dans un bureau qui aurait dû être verrouillé et vide à minuit. Il prit des photos de tout. Les tasses à café, le sac à main, les papiers éparpillés qui ressemblaient à des manifestes d'expédition. Un document attira son attention, un formulaire de douane daté d'hier, répertoriant des sacs à main de luxe d'une valeur de 12 000 $. Le formulaire montrait la signature d'Elena en tant qu'agent réceptionnaire, mais l'adresse de livraison était indiquée comme 1247, rue Maple, leur appartement. Les mains de Nathan tremblaient alors qu'il prenait des photos du formulaire de douane. Elena gagnait 38 000 $ par an pour coordonner les expéditions pour Phoenix. Ils vivaient au jour le jour, se partageant les factures d'épicerie et se disputant sur les paiements des services publics. Il était hors de question qu'elle puisse se permettre 12 000 $ de sacs à main de luxe, et il était absolument impensable que de tels articles soient livrés à leur appartement.
Il entendit des pas dans le couloir. Nathan fourra son téléphone dans sa veste et attrapa le colis sur le bureau. Les pas se rapprochaient, accompagnés de voix, le rire d'Elena à nouveau, et une voix d'homme qu'il ne reconnaissait pas. « Prends juste ton sac à main et on peut finir ça chez toi, » dit l'homme. « Brent, quelqu'un pourrait nous voir ici, » répondit Elena. La voisine du dessus souffre d'insomnie. « Votre mari est coursier à vélo ? » En effet. Et de toute façon, il doit être profondément endormi à cette heure-ci. Nathan se glissa derrière une armoire à dossier alors que la porte s'ouvrait davantage. À travers l'interstice entre les meubles, il vit Elena entrer avec un grand homme en costume coûteux, le même homme qui était dans le véhicule utilitaire sport Mercedes, Brent Laval, le nom de l'expéditeur du colis. Elena ramassa son sac à main et les gobelets de café pendant que Brent prenait des papiers sur le bureau. Leurs mouvements étaient ceux de personnes qui avaient déjà fait ça, une chorégraphie révélatrice d'une familiarité qui dépassait le cadre professionnel. « L'expédition devrait passer la douane demain, » dit Brent en glissant des documents dans une mallette en cuir. « Ensuite, on pourra déplacer les articles vers l'entrepôt et les mettre en vente en ligne. Au cours actuel du marché, on peut s'attendre à 30% de bénéfices après déduction des frais. » « Et la confirmation de livraison ?» demanda Elena. « C'est Nathan qui s'occupe habituellement des livraisons résidentielles dans ce secteur. » « Déjà réglé. J'ai utilisé l'un de nos coursiers habituels pour la fausse livraison. Le suivi indiquera une livraison à votre adresse, mais les articles réels iront à l'entrepôt. » L'estomac de Nathan se serra. Ils utilisaient son adresse comme couverture pour des opérations de contrebande, et ils avaient manipulé le système de livraison pour que ça ait l'air légitime. Elena ne le trompait pas seulement, elle utilisait leur mariage comme paravent pour des activités criminelles. « On devrait y aller, » dit Elena en consultant son téléphone. « J'ai dit à Nathan que je travaillais tard, mais il se méfie si je suis absente trop longtemps. Quand comptes-tu le quitter ?» Brent se rapprocha d'Elena, sa main se posant sur le bas de son dos. « Cette mascarade commence à me lasser, » dit Elena, bien que sa voix manque de conviction. « Il faut que je règle le bail de l'appartement d'abord. Le nom de Nathan figure sur tout et je n'ai pas les moyens de vivre ici seul. »« Tu ne seras pas seul, » dit Brent, se penchant pour embrasser son cou. « Une fois qu'on aura liquidé les prochaines expéditions, tu auras assez pour ton propre logement, quelque chose de mieux que ce taudis où tu vis maintenant. » Nathan se colla davantage derrière l'armoire à dossier. Sa gorge était serrée et son cœur battait à tout rompre. 4 ans de mariage et Elena prévoyait de le quitter pour un homme qui qualifiait leur appartement de taudis, un homme qui volait sa propre entreprise et utilisait l'adresse de Nathan pour se faire. Ils sortirent ensemble, éteignant les lumières et fermant la porte à clé. Nathan attendit 10 minutes dans l'obscurité avant de sortir de sa cachette. Le bureau lui semblait différent maintenant, contaminé par ce dont il avait été témoin. Il ramassa le paquet à l'endroit où il l'avait laissé sur le bureau, le même paquet qu'il était censé livrer à sa propre adresse, complétant ainsi la fausse piste. Nathan retourna à son vélo dans le parking, le paquet bien calé dans son sac de coursier. Au lieu de rentrer chez lui, il se rendit dans un restaurant ouvert toute la nuit sur Mass Ave et commanda un café. Il avait besoin de temps pour réfléchir, de temps pour assimiler ce qu'il avait appris. Elena et Brent faisaient passer en contrebande des produits de luxe par l'intermédiaire de Phoenix Freight, en utilisant l'adresse de Nathan comme point de livraison pour donner une apparence légitime aux transactions. Ils avaient une liaison, et Elena prévoyait de le quitter une fois qu'elle aurait suffisamment d'argent grâce à leur opération illégale. Pire encore, ils utilisaient Nathan lui-même comme coursier involontaire dans leur combine. Nathan sortit son téléphone et parcourut l'historique de ses livraisons des 6 derniers mois. Le colis identifié Fox Sierra 4471, livraison à domicile, n'était pas le premier à son adresse. Il y en avait eu des douzaines, tous provenant d'expéditeurs différents, mais tous traités par l'intermédiaire de Phoenix Freight. Il se livrait des colis à lui-même depuis des mois sans s'en rendre compte, créant une fausse piste qui donnait à l'opération de contrebande d'Elena et de Brent l'apparence d'une activité légitime. La serveuse remplit sa tasse de café. Nathan fixa la rue déserte à travers la fenêtre du restaurant, observant quelques navetteurs nocturnes passer à la hâte. Sa vie avait été construite sur des routines simples. Se réveiller, café, vérifier les itinéraires de livraison, travailler, rentrer à la maison, dîner avec Elena, télévision, dormir, recommencer. La routine lui avait semblé sûre, prévisible, maintenant, elle ressemblait à une prison, conçue par des gens qui ne voyaient en lui qu'un outil utile. Nathan ouvrit l'application de notes de son téléphone et commença à taper. Si Elena et Brent le croyaient trop stupide pour remarquer ce qu'il faisait,
il utiliserait cette supposition contre eux. Il allait tout documenter, rassembler des preuves, puis il les détruirait tous les deux. Non pas avec violence ou confrontation dramatique, mais avec la même approche méthodique qu'il appliquait à ses itinéraires de livraison. Il tapa, jour 1, découvert que ma femme Elena me trompe avec Brent Laval de Phoenix Freight. Ils utilisent notre adresse pour une opération de contrebande, se servant de moi comme coursier involontaire. Elena prévoit de me quitter une fois qu'elle aura assez d'argent. Il faut que j'enquête sur l'ampleur de leurs opérations et que je recueille des preuves. Nathan finit son café et rentra chez lui à moto, à travers les rues désertes. La voiture d'Elena était garée à leur place de parking attribuée et les fenêtres de l'appartement étaient sombres. Il entra silencieusement, déposant son sac de coursier près de la porte et se dirigeant vers leur chambre. Elena était étendue exactement là où il l'avait laissée, recroquevillée sous la couette, le dos tourné de son côté, mais ses vêtements de la veille étaient éparpillés sur le sol, la même tenue qu'il l'avait vue porter à l'entrepôt. Ses cheveux sentaient une eau de Cologne inconnue et son téléphone reposait face cachée sur la table de chevet, encore chaud d'une utilisation récente. Silencieusement, Nathan se déshabilla et se glissa dans le lit. Elena resta immobile, sans accuser réception de sa présence. Soit elle était plongée dans un profond sommeil, soit elle le simulait. Compte tenu des révélations de la soirée, Nathan soupçonnait la seconde option. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, le regard fixé sur le plafond, planifiant méticuleusement ses actions ultérieures. Elena et Brent ignoraient complètement qu'il avait découvert leurs activités illicites. Ils le considéraient comme un simple coursier, trop préoccupé par ses itinéraires de livraison pour discerner les activités clandestines qui se déroulaient dans sa propre vie. Cette erreur de jugement se révélerait finalement être leur perte. Nathan disposait de 30 jours avant l'arrivée du prochain envoi important. Il avait noté la date sur les formulaires douaniers. 30 jours pour mener une enquête approfondie, accumuler des preuves irréfutables et se positionner stratégiquement pour démanteler Elena et Brent, tout en protégeant sa propre situation juridique. Il ne les affronterait pas directement, ni ne leur accorderait la satisfaction d'être témoin de sa colère ou de sa douleur. Au lieu de cela, il démantèlerait systématiquement leur vie, à l'image de la manière calculée dont il l'avait exploitée. Le réveil sonna à 6h30 du matin. Elena bougea à côté de lui, s'étirant nonchalamment et vérifiant son téléphone avant d'accuser réception de sa présence. « Bonjour » dit-elle d'une voix dépourvue d'émotion. « Comment s'est passée la course tardive d'hier soir ?»« Bien » répondit Nathan, reprenant son ton détaché. « Juste une livraison standard dans le quartier des entrepôts. »« Bien » répondit Elena, déjà absorbée par ses messages. « J'ai l'inventaire aujourd'hui, donc je serai encore en retard. »« Encore une restructuration » demanda Nathan. « Quelque chose comme ça. » Elena se leva du lit et se dirigea vers la douche. « Ne m'attends pas pour dîner. » Nathan la regarda disparaître dans la salle de bain, puis récupéra discrètement son sac de coursier près de la porte. Le colis était toujours à l'intérieur, le colis qu'il était censé livrer à leur propre adresse. Au lieu d'effectuer la livraison, Nathan l'ouvrit méticuleusement, photographiant le contenu avant de le refermer. À l'intérieur se trouvaient des composants de montres de luxe, des pièces de fabrication suisse valant des milliers de dollars. Selon les documents douaniers, les pièces étaient destinées à être assemblées et vendues en ligne, probablement via l'une des nombreuses plateformes de commerce électronique qui exerçaient un contrôle minimal sur l'approvisionnement. Nathan referma le colis et le remit dans son sac. Il effectuerait la livraison comme prévu plus tard dans la journée, conservant la façade d'un participant involontaire à leur stratagème. Cependant, il commencerait également sa propre enquête clandestine, en commençant par une visite à son frère séparé, Daryl, qui était employé aux douanes du port de Boston. Elena sortit de la douche, déjà vêtue des vêtements professionnels qu'elle avait commencé à porter de plus en plus fréquemment au cours des derniers mois. Elle déposa un baiser superficiel sur la joue de Nathan, un geste qui ressemblait plus à une habitude enracinée qu'à une véritable affection. « À ce soir » dit-elle, attrapant son sac à main, le même sac à main qui avait été observé sur le bureau de Brent à minuit. « À ce soir » répondit Nathan. Après le départ d'Elena, Nathan prépara du café et des toasts, puis s'installa à leur petite table de cuisine avec son ordinateur portable. Il ouvrit un nouveau document et commença à construire une chronologie détaillée couvrant les 6 derniers mois, recoupant ses registres de livraison avec l'emploi du temps d'Elena et l'activité de leur compte bancaire commun. Le schéma devint frappant une fois qu'il commença à le rechercher activement. Les soirées tardives d'Elena coïncidaient systématiquement avec les livraisons de colis de grande valeur à leur adresse. Leur compte bancaire reflétait des dépôts modestes mais réguliers qu'Elena avait attribués à des heures supplémentaires, cependant,
les montants étaient incompatibles avec les taux d'heures supplémentaires publiés par Phoenix. Plus révélateur encore, Elena avait créé un compte d'épargne distinct 3 mois auparavant, un compte que Nathan n'avait découvert qu'en raison d'un relevé envoyé par erreur à leur appartement. Nathan se fit porter pâle auprès de son répartiteur, un événement rare, ne l'ayant fait peut-être que 5 fois en 4 ans de travail de coursier. Par la suite, il se rendit au port de Boston pour retrouver son frère, Darrell. Darrell Boone travaillait au bureau des douanes, où il traitait les documents d'importation pour les porte-conteneurs arrivant de l'étranger. Nathan n'avait pas parlé à son frère depuis plus d'1 an. Pas depuis le divorce acrimonieux de Darryl avec Avery, une assistante juridique qu'il avait accusée d'être émotionnellement indisponible et incapable d'entretenir des relations significatives. L'accusation avait profondément résonné, car elle était probablement exacte, et potentiellement héréditaire. Nathan commençait à soupçonner qu'il souffrait de la même affliction. Nathan repéra Darryl dans la salle de repos du bureau des douanes, absorbé par un sandwich et l'examen minutieux de manifestes de chargement. « Tiens, voilà quelqu'un qui se rabaisse à fréquenter la classe ouvrière », fit remarquer Darryl sans lever les yeux. « Qu'est-ce qui amène le coursier à vélo sur les docks ? » « J'ai besoin d'informations concernant les procédures d'importation, » déclara Nathan, s'asseyant en face de son frère. Plus précisément, comment quelqu'un pourrait-il manipuler les documents douaniers pour dissimuler la valeur réelle des marchandises importées ? Darrell leva les yeux de son sandwich. « Ça s'appelle de la contrebande, Nathan. C'est illégal. Je sais comment ça s'appelle. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. » Pourquoi ? Nathan hésita. Il n'avait jamais eu de lien étroit avec Darryl, mais son frère était la seule personne qu'il connaissait avec une expertise en douane. La société d'Elena importe des produits de luxe et les sous-évalue sur les formulaires de douane. Je soupçonne qu'elle est impliquée. Ta femme ? Darryl posa son sandwich. Elena impliquée dans de la contrebande ? Je le crois. Avec son superviseur, Brent Laval. Darrell resta silencieux un instant, étudiant intensément le visage de Nathan. Tu es sûr de ça ? Parce qu'une fois que tu commences à enquêter sur la fraude douanière, il n'y a pas de retour en arrière. Si Elena est vraiment impliquée, elle pourrait faire face à des accusations fédérales. J'en suis sûr, dit Nathan. Darrell prit un bloc-notes et commença à gribouiller. Bon, voilà comment ça fonctionne généralement. Quelqu'un importe des marchandises de grande valeur, mais les déclare comme des articles de moindre valeur sur les formulaires de douane. Par exemple, tu importes des montres suisses valant 50 000 $, mais tu les déclares comme des pièces de réparation de montres valant 5 000. Tu paies les droits de douane sur le montant le plus faible, ce qui te fait économiser des milliers en frais. Comment évite-t-il d'être détecté ? La documentation. Tu as besoin de bons de commande, de factures et de manifestes de chargement d'apparence légitime qui corroborent la fausse évaluation. Tu as aussi besoin d'une adresse de réception qui semble résidentielle plutôt que commerciale. Ça donne l'impression d'importation personnelle plutôt que de stocks commerciaux. Nathan sentit une vague de nausée le submerger. Et si quelqu'un utilisait son adresse personnelle comme lieu de réception ? Ce serait astucieux, en fait. Les agents des douanes sont moins enclins à inspecter les colis destinés à des adresses résidentielles, surtout si le résident n'a pas d'antécédents de violation ou d'activité suspecte. Quel genre de preuve pourrait étayer le fait que quelqu'un est engagé dans ça ? Darrell sembla mal à l'aise. Nathan, si Elena est vraiment impliquée dans ça, tu dois faire preuve de prudence. La fraude douanière constitue un crime fédéral. Des gens sont incarcérés pour ce genre d'infraction. Quel genre de preuve ? Répéta Nathan. Des documents douaniers originaux démontrant de fausses évaluations. La preuve que les biens réels valent plus que ce qui a été déclaré. Des relevés financiers illustrant les profits tirés de la revente des marchandises. Des communications par email ou SMS discutant de la combine. Darryl fit une pause. Pourquoi tu me demandes ça ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Nathan se leva. Je ne sais pas encore, mais merci, Darryl. Darryl lui saisit le bras. Fais attention. Si Elena est impliquée dans des crimes fédéraux, tu pourrais être considéré comme un complice si tu ne le signales pas, je ferai attention, l'assura Nathan. Il retourna en voiture vers la ville, s'arrêtant dans un magasin d'électronique pour acheter un petit appareil photo numérique et un enregistreur vocal. S'il avait l'intention de recueillir des preuves contre Elena et Brent, il avait besoin d'outils plus sophistiqués que l'appareil photo de son téléphone. Ce soir-là,
Nathan termina la livraison des composants de montre à sa propre adresse, en suivant la procédure standard consistant à laisser le colis à la réception de leur immeuble. 1 heure plus tard, Elena envoya un SMS indiquant qu'elle récupérerait un colis qui avait été livré par erreur en rentrant du travail. Nathan observa depuis la fenêtre de leur appartement Elena récupérer le colis à la réception, puis le transporter à sa voiture au lieu de le monter. Elle partit immédiatement et ne revint qu'après 9 heures du soir. « Comment s'est passée ta journée » demanda Nathan à son arrivée. « Longue journée » répondit Elena en évitant son regard. « L'inventaire a pris une éternité. Tu as récupéré ce colis en bas. » « Colis » Elena parut sincèrement confuse pendant un instant. « Ah, oui, c'est vrai. Oui. C'était juste un truc pour le travail. Je l'ai déposé au bureau. » Nathan hocha la tête, cataloguant un autre mensonge. Elena devenait négligente, probablement parce qu'elle supposait qu'il ne se doutait de rien. Cette hypothèse allait se révéler coûteuse. Au cours de la semaine suivante, Nathan établit une routine. Pendant ses quarts de travail habituels de coursier, il photographia chaque installation de Phoenix Freight qu'il rencontrait, documentant méticuleusement les emplacements et les mesures de sécurité. Il installa la caméra numérique dans leur appartement, la dissimulant derrière des livres sur une étagère. Cet emplacement offrait une vue dégagée de la porte d'entrée et des endroits où Elena avait l'habitude de déposer les colis. Il commença également à suivre Elena après le travail, maintenant une distance suffisante pour éviter d'être repéré tout en restant assez proche pour documenter ses activités. La plupart des soirs, elle se rendait directement à l'entrepôt de Phoenix où Nathan l'avait initialement découverte avec Brent. Parfois, elle rencontrait Brent dans des restaurants ou des hôtels. Invariablement, elle envoyait un texto à Nathan pour l'informer qu'elle travaillait tard ou qu'elle prenait un verre avec des amis. Nathan documenta tout dans un fichier croissant sur son ordinateur portable. Photographie, horodatage, coordonnées GPS, transcription des inventions d'Elena concernant ses allées et venues. Il construisait un dossier pièce par pièce, comme assembler un itinéraire de livraison complexe. Le jeudi de la 2e semaine, les efforts de surveillance de Nathan portèrent leurs fruits. En suivant Elena jusqu'à un entrepôt de stockage à la périphérie de Somerville, il l'observa, ainsi que Brent, chargé des douzaines de cartons dans des unités de stockage individuelles. Les cartons portaient des étiquettes d'expédition de Phoenix Freight, mais au lieu d'être livrés à des clients légitimes, ils étaient stockés en vue de leur revente. Nathan photographia l'adresse de l'entrepôt et les numéros des unités, puis consacra le vendredi matin à la recherche des politiques de location de l'établissement. Utilisant une fausse identité, il téléphona et s'assura que les unités de stockage étaient louées au nom de B&H Enterprises, vraisemblablement une fusion des initiales de Brent et Elena. Ce même soir, Nathan occupait sa place habituelle à la table de la cuisine à côté d'Elena, participant même à des plats chinois à emporter et engageant des discussions sur des sujets banals tels que les factures de services publics et les futurs itinéraires du week-end. Elena exprima le désir de rendre visite à son ami Zoé pendant le week-end, un prétexte transparent pour passer du temps avec Brent. Zoé traverse une période difficile, remarqua Elena, détournant ostensiblement le regard de Nathan. Je devrais peut-être rester samedi soir pour l'aider à s'en sortir. C'est remarquablement prévenant de ta part, répondit Nathan. Je vais probablement consacrer mon temps à rattraper certains travaux de coursier, peut-être à organiser mes itinéraires de livraison pour la semaine suivante. Ça semble très productif, commenta Elena, visiblement soulagée que Nathan ait reçu sa fable sans scepticisme. Samedi matin, Elena prépara une valise de nuit et partit pour le domicile de Zoé. Nathan attendit patiemment 1 heure, puis se rendit en voiture à l'entrepôt de stockage. La voiture d'Elena était présente, garée à côté du véhicule utilitaire sport Mercedes de Brent. Nathan se positionna stratégiquement de l'autre côté de la chaussée, équipé de son appareil photo et de son téléobjectif, documentant méticuleusement leurs activités. Pendant 3 heures, Elena et Brent transférèrent diligemment des marchandises entre les unités de stockage, photographiant des articles à l'aide d'un appareil d'éclairage professionnel et chargeant certaines pièces dans la voiture d'Elena. Ils généraient des publicités en ligne pour les biens de contrebande, transformant effectivement l'entrepôt en centre de distribution. Nathan suivit Elena lors de son départ de l'établissement, mais au lieu de rentrer chez elle, elle se rendit dans un hôtel de luxe situé dans le centre-ville. La Mercedes de Brent était déjà présente sur le parking. Nathan vérifia qu'ils s'étaient enregistrés dans des chambres contiguës en utilisant de faux noms, passant ensuite la soirée ensemble, tandis que Nathan restait dans son appartement vide, prétendument persuadé que sa femme consolait une amie au cœur brisé. Dimanche soir,
Nathan avait amassé suffisamment de documents pour prouver qu'Elena et Brent orchestraient une entreprise de contrebande à grande échelle. Cependant, des preuves seules ne suffisaient pas. Il avait besoin d'un levier. Il devait se positionner de manière à pouvoir les démanteler tous les deux tout en se protégeant de toute responsabilité pénale. Nathan consacra la nuit de dimanche à l'examen des méthodologies de protection des actifs et de la jurisprudence en matière de divorce. Si Elena envisageait de l'abandonner de toute façon, il ferait en sorte qu'elle parte absolument sans rien. Cependant, sa priorité immédiate était de comprendre l'ampleur globale de leur opération et d'identifier tous les participants. Lundi matin annonça une avancée significative. Pendant qu'Elena prenait sa douche, Nathan photographia subrepticement le contenu de son sac à main, notamment des cartes de visite de 3 plateformes de vente en ligne distinctes et un recueil manuscrit de prix correspondant à des articles qu'il avait déjà observés à l'entrepôt de stockage. Elena ne se contentait pas d'aider Brent à faire passer des marchandises en contrebande, elle supervisait l'ensemble des opérations de vente au détail. Nathan découvrit en outre dans le sac à main d'Elena un téléphone jetable, un appareil dont elle n'avait jamais admis la possession auparavant. L'historique récent des appels du téléphone révélait des communications fréquentes avec des numéros situés à New York, Los Angeles et Miami. Elena et Brent n'opéraient pas seulement au niveau local, ils étaient des éléments essentiels d'un réseau national de contrebande. Cette révélation changea irrévocablement la donne. Nathan n'était plus confronté à une simple affaire d'infidélité, ni même à une fraude douanière rudimentaire. Elena et Brent étaient impliqués dans le crime organisé, utilisant son adresse et ses services de messagerie involontaire pour faciliter des opérations de contrebande interétatiques. Nathan reconnut qu'il avait besoin d'une assistance professionnelle. Ce soir-là, il contacta Avery, l'ex-femme de Daryl. Malgré son divorce acrimonieux avec son frère, Avery était une assistante juridique expérimentée, possédant de vastes relations dans le monde juridique. Nathan, articula Avery, semblant réellement surprise de recevoir son appel. « Tout va bien ? » « J'ai besoin de conseils juridiques, » répondit Nathan. « Concernant une fraude douanière et la protection d'actifs. Pourrions-nous nous rencontrer ? Cela semble grave. Rencontrez-vous des difficultés ? Pas actuellement, concéda Nathan. Cependant, cela pourrait bientôt arriver. Ils se rencontrèrent le mercredi soir dans un café situé à Cambridge. Nathan expliqua méticuleusement la situation, présentant à Avery des éléments de preuve sélectionnés sans divulguer l'étendue complète de ses efforts de surveillance. « Mon Dieu, Nathan !» s'exclama Avery après avoir examiné les documents douaniers. « Elena risque potentiellement une peine de prison fédérale. Et si vous êtes désigné comme le destinataire de ces envois, vous pourriez être inculpé en tant que complice. Même si je n'avais pas connaissance des événements qui se déroulaient ? L'ignorance ne constitue pas invariablement une défense valable, en particulier si les procureurs estiment que vous auriez dû avoir connaissance. Le simple fait que des colis soient livrés à votre adresse engendre une présomption de connaissance. » Nathan sentit son estomac se nouer. « Quelle ligne de conduite dois-je adopter ? » « Vous avez plusieurs options, » répondit Avery, en sortant un bloc-notes juridique. Option 1. Signaler Elena et Brent aux autorités fédérales sans délai. Coopérez pleinement à l'enquête et espérez qu'ils croiront à votre affirmation d'être un participant involontaire. Et quelle est l'option 2 ? L'option 2 est comparativement plus complexe. Vous documentez méticuleusement tout. Vous rassemblez des preuves irréfutables de leur transgression, puis vous utilisez ces preuves pour vous protéger tout en veillant à ce qu'ils subissent les plus lourdes conséquences. Comment cela fonctionnerait-il en pratique ? Avery observa le café, puis se pencha plus près. Vous fabriquez une trace écrite démontrant que vous avez découvert l'opération de contrebande et mis en œuvre des mesures pour vous en dissocier. Vous documentez méticuleusement vos efforts pour mettre fin à votre implication, et vous vous assurez qu'Elena et Brent sont appréhendés en flagrant délit avec des preuves qui démontrent sans équivoque votre absence de participation volontaire. Cela semble précaire. C'est en effet semé d'embûches. Cependant, l'option 1 pourrait ne pas vous protéger adéquatement si Elena choisit d'affirmer que vous étiez un participant conscient. Si elle est prête à commettre l'infidélité et à utiliser votre adresse pour des crimes fédéraux, quelle raison y a-t-il de croire qu'elle s'abstiendrait de vous sacrifier pour se protéger ? Nathan réfléchit à cette proposition. Elena avait déjà prouvé sa propension à le tromper, à le manipuler et à l'exploiter. Si elle était appréhendée, elle pourrait en effet affirmer qu'il était un complice volontaire afin d'atténuer sa propre peine. Si je devais choisir l'option 2, que me faudrait-il accomplir ? Documenter méticuleusement tout.
Produire des preuves attestant que vous avez découvert leur stratagème et que vous l'avez désapprouvé. S'assurer qu'il existe une preuve irréfutable indiquant vos efforts pour mettre fin à votre implication. Ensuite, s'assurer qu'ils sont appréhendés d'une manière qui démontre sans équivoque votre innocence. Quelle est la durée estimée de cette entreprise? Cela dépend du niveau de diligence que vous souhaitez exercer. Si vous êtes résolu à suivre cette voie, vous devez l'exécuter à la perfection. Une seule erreur pourrait vous valoir une incarcération fédérale aux côtés d'Elena. Nathan remercia Avery et reprit la route de chez lui, pesant le pour et le contre. Elena élaborait déjà des plans pour l'abandonner une fois qu'elle aurait accumulé suffisamment de capital grâce à l'opération de contrebande. Elle exploitait son domicile, son adresse et ses services de courrier pour commettre des délits fédéraux. Si elle était appréhendée, elle pourrait tenter de l'impliquer afin de réduire sa propre peine. Nathan avait toujours été décrit comme un individu méticuleux et méthodique. Maintenant, ces mêmes traits allaient soit assurer son salut, soit précipiter sa chute. Le jeudi matin, Nathan prit sa décision. Il mettrait en œuvre l'option 2, mais il l'exécuterait impeccablement. Il amasserait des preuves irréfutables des transgressions d'Elena et de Brent, tout en construisant simultanément un dossier irréprochable prouvant son innocence. Ensuite, il les démantèlerait tous les deux. Nathan commença par ouvrir un coffre-fort dans une institution financière où ni lui ni Elena n'avaient de compte. Il y déposa des copies de toutes ses preuves, accompagnées d'une chronologie complète décrivant ses découvertes et d'une déclaration sous serment notarié expliquant son enquête. Par la suite, il entreprit de créer des démarches documentées pour se dissocier de l'entreprise de contrebande. Il diffusa des tuyaux anonymes au siège social de Phoenix Freight, signalant une conduite suspecte dans leurs locaux de Somerville. Il déposa des plaintes auprès du bureau d'éthique commerciale concernant des anomalies dans les protocoles de livraison des colis. Il se constitua un dossier prouvant que le citoyen concerné, Nathan Rowe, s'efforçait de signaler des activités illicites. Par la suite, Nathan entama la deuxième phase de son plan, augmentant sa surveillance d'Elena et de Brent afin de déterminer l'identité de tous les participants à leur opération. Utilisant une voiture de location à la place de son véhicule personnel, Nathan suivit Elena et Brent à des réunions avec d'autres conspirateurs. Il documenta un réseau qui englobait Kellen Drake, un comptable inquiet employé par Phoenix qui traitait les documents douaniers frauduleux, et Zoe Cresswell, la confidente d'Elena, qui fournissait des alibis pour les absences d'Elena. Nathan discerna que Zoé n'était pas simplement une connaissance innocente fournissant des alibis, elle était un participant actif à l'opération de contrebande, gérant les ventes en ligne via ses propres comptes de commerce électronique. Les prétendues soirées entre filles d'Elena avec Zoé étaient, en réalité, des réunions d'affaires où elle planifiait l'inventaire, la distribution et les prix. La révélation que l'amie la plus proche d'Elena le trahissait simultanément affecta Nathan plus profondément que la découverte de l'infidélité de Brent. Zoé avait fréquenté leur appartement à de nombreuses reprises, partageant des repas et engageant des conversations avec Nathan tout en aidant clandestinement Elena à commettre des crimes qui pourraient potentiellement mettre sa vie en danger. Nathan intégra Zoé à sa rotation de surveillance, documentant ses activités et ses transactions financières. À la fin de la 3e semaine, il avait identifié un réseau de contrebande de 6 personnes opérant à partir de Phoenix Freight, avec des ramifications s'étendant dans 3 autres sociétés de transport maritime et des marchés en ligne à travers 5 États. Le recueil de preuves de Nathan comprenait désormais des centaines de photographies, des douzaines de dialogues enregistrés, des documents financiers, des documents douaniers et des témoignages. Il avait constitué un dossier fédéral suffisamment solide pour démanteler tous les individus impliqués. Cependant, sa priorité immédiate était d'assurer sa propre protection. Nathan rencontra à nouveau Avery, cette fois dans son cabinet d'avocat. « J'ai fait des recherches sur votre situation difficile », déclara Avery, en éparpillant des documents sur son bureau. La bonne nouvelle est que si vous pouvez démontrer que vous étiez un participant involontaire qui a mis en œuvre des mesures pour signaler les transgressions après les avoir découvertes, vous éviterez probablement les poursuites. Et quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle est qu'Elena peut encore vous causer de graves ennuis, même si elle ne parvient pas à vous impliquer criminellement. Elle pourrait affirmer que vous étiez violent, instable ou menaçant. Elle pourrait grever vos biens lors d'une procédure de divorce alors qu'elle fait l'objet d'une enquête fédérale. Elle pourrait rendre votre vie extrêmement difficile, même si elle est incarcérée. Par conséquent, il était impératif de neutraliser sa capacité de représailles. Précisément. Il devait prendre le contrôle du récit et orchestrer le déroulement des événements. Il devait s'assurer que lorsque la vérité éclaterait, il serait sans équivoque perçu comme la victime, et non l'auteur. Nathan consacra le week-end à élaborer méticuleusement sa fin de partie.
Son intention était de précipiter la chute de l'entreprise illicite d'Elena et Brent, tout en se protégeant et en infligeant le maximum de dégâts à tous ceux qui l'avaient trahi. Le lundi matin, Nathan initia la première phase de son plan méticuleusement élaboré. Simulant une maladie, il se fit porter pâle à son travail de coursier et consacra toute la journée à installer des caméras cachées dans leur appartement. Son objectif était d'obtenir une documentation exhaustive de la dernière semaine de liberté d'Elena. Ce soir-là, pendant le dîner, Nathan aborda le sujet de sa relation avec Elena avec désinvolture. « Nous devrions parler de notre avenir », proposa Nathan. « Je me demande si nous sommes vraiment heureux ensemble. » Elena sembla déconcertée. Pendant des mois, Nathan avait joué le rôle du partenaire passif, acceptant ses explications et justifications sans poser de questions. C'était la première fois qu'il entamait un dialogue sérieux sur l'état de leur relation. « Que veux-tu dire » demanda Elena avec prudence. « Je veux dire que j'ai l'impression que nous nous éloignons. Ton emploi du temps de travail chargé, mes longues tournées de coursier. Nous ne nous voyons presque plus. Peut-être devrions-nous envisager de passer un peu de temps séparés. » Un éventail d'émotions traversa le visage d'Elena. Surprise, soulagement, calcul. Nathan pouvait discerner son processus de pensée, alors qu'elle tentait de déterminer s'il s'agissait d'un piège ou d'une opportunité. Cela pourrait être bénéfique pour nous deux, concéda finalement Elena. J'y pensais aussi. Vraiment? Depuis combien de temps y penses-tu? Quelques mois, avoua Elena, depuis le début de la restructuration de l'entreprise. Je me demande si j'ai besoin de plus d'espace pour déterminer ce que je désire vraiment. Nathan répondit par un signe de tête compatissant. Peut-être devrais-tu envisager de séjourner chez Zoé pendant un certain temps. Prends le temps de réfléchir sans la pression de la cohabitation. C'est probablement une bonne idée, affirma Elena, et Nathan put déceler le soulagement palpable dans sa voix. Elle supposait qu'il facilitait son départ pour être avec Brent. Quand pensais-tu faire ça, insista Nathan. Peut-être que ce week-end, je pourrais emballer quelques affaires et rester chez Zoé pendant quelques semaines. Bien sûr, répondit Nathan. Prends tout le temps dont tu as besoin. Elena lui adressa un sourire, la première expression de bonheur sincère qu'il avait vue sur son visage depuis des mois. Elle croyait s'échapper, se rapprochant de sa nouvelle vie avec Brent et le produit mal acquis de leur contrebande. À son insu, elle marchait droit dans un piège soigneusement tendu. Au cours des 3 jours suivants, Nathan observa méticuleusement Elena alors qu'elle emballait ses affaires, documentant secrètement chaque article qu'elle retirait. Elle emballa non seulement des vêtements et des effets personnels, mais aussi des dossiers, un ordinateur portable que Nathan n'avait jamais vu auparavant et plusieurs cartes de crédit prépayées. Le jeudi soir, Elena commit son erreur ultime. Elle amena Brent dans leur appartement. Nathan était censé travailler tard comme coursier, mais il était en réalité posté de l'autre côté de la rue, équipé d'un téléobjectif, photographiant méticuleusement tous ceux qui entraient ou sortaient de leur immeuble. À 20h30, le SUV Mercedes de Brent se gara sur la place de parking désignée de Nathan. Elena fit entrer Brent dans leur appartement, et Nathan observa à travers ses caméras cachées alors qu'ils se déplaçaient librement dans sa maison, discutant de leurs plans avec l'intimité désinvolte de partenaires de longue date. Après ce week-end, nous n'aurons plus besoin d'être aussi circonspects, remarqua Brent, alors qu'il se prélassait sur le canapé de Nathan, buvant une bière provenant du réfrigérateur de Nathan. Une fois qu'Elena aura déménagé, nous pourrons opérer plus ouvertement. Je crois toujours que nous devons faire preuve de prudence en ce qui concerne les unités de stockage, rétorqua Elena. Si Nathan devient méfiant et commence à poser des questions, ces unités représentent notre plus grande vulnérabilité. Nathan ne va pas devenir méfiant. Le type remarque à peine ce qui se passe dans sa propre vie. Il se fait livrer des colis à lui-même depuis des mois sans s'en rendre compte. Elena gloussa. C'est vrai. Parfois, je me demande ce que je lui ai trouvé. Il est si passif, si content de ses petites tournées de coursier et de sa petite vie. Eh bien, tu n'auras plus à te demander ça très longtemps, dit Brent, attirant Elena plus près de lui sur le canapé de Nathan. D'ici Noël, tu habiteras dans un vrai endroit avec un vrai homme. Et l'appartement, demanda Elena. Le nom de Nathan est sur le bail. Qu'il se débrouille avec ça. Une fois qu'il aura compris que tu ne reviendras pas, il retournera probablement vivre chez sa mère ou quelque chose comme ça. Ces types passifs ne se battent jamais pour rien. Nathan observa depuis sa voiture alors qu'Elena et Brent passaient la soirée dans son appartement, formulant des plans pour leur avenir tout en démantelant nonchalamment le sien. Ils commandèrent des plats à emporter en utilisant son compte Netflix,
utilisèrent sa douche et dormirent dans son lit. Lorsqu'ils se réveillèrent le vendredi matin, ils préparèrent du café avec sa cafetière et discutèrent de leur plan d'inventaire à sa table de cuisine. Nathan consigna chaque détail, ajoutant horodatage après horodatage à son dossier de preuves grandissant. La cruauté désinvolte d'Elena et Brent était presque plus choquante que leur activité criminelle. Ils ne se contentaient pas de frauder les autorités douanières et d'avoir des relations extra-conjugales avec leurs partenaires respectifs. Ils traitaient Nathan comme s'il était invisible, sans valeur, trop peu intelligent pour mériter considération. Le vendredi soir, Elena termina ses bagages et annonça qu'elle déménageait dans l'appartement de Zoé pour quelques semaines. « Je pense que ce sera bénéfique pour nous deux », déclara Elena, déposant un baiser superficiel sur la joue de Nathan, reflétant la même affection qu'elle avait manifestée pendant des mois. « J'en suis sûr », répondit Nathan. Elena chargea sa voiture de valises, de cartons et de dossiers. Nathan l'aida à porter les sacs, jouant le rôle du mari compréhensif alors même qu'elle se préparait à l'abandonner pour une vie financée par des crimes fédéraux. « Je t'appellerai dans quelques jours », dit Elena en reculant sa voiture de sa place de parking. « Nous pourrons discuter des prochaines étapes à ce moment-là. »« D'accord », répondit Nathan. « Prends soin de toi. » Nathan regarda Elena s'éloigner en voiture, puis retourna à leur appartement. Pour la première fois depuis des mois, il était véritablement seul. Plus d'Elena, plus de mensonges, plus de mascarades élaborées de normalité conjugale. Juste Nathan et la preuve de la trahison de sa femme, documentée dans les moindres détails par des douzaines de caméras cachées. Nathan s'installa à sa table de cuisine avec son ordinateur portable et commença à rédiger son rapport final. Au cours du mois précédent, il avait documenté une opération fédérale de contrebande impliquant 6 individus, 3 entreprises de transport maritime et des millions de dollars de fraude douanière. Il avait enregistré des conversations, photographié des preuves et construit une chronologie irréfutable d'activités criminelles. Plus important encore, Nathan avait prouvé sa propre innocence. Ses dossiers de preuves démontraient sans équivoque qu'il avait été un participant involontaire au stratagème, qu'il avait découvert les crimes grâce à sa propre enquête et qu'il avait tenté de signaler l'activité criminelle par les voies appropriées. Nathan enregistra son rapport et chiffra les fichiers. Le lendemain, il entamerait la phase finale de son plan, s'assurant qu'Elena, Brent et leurs complices subissent toutes les conséquences de leurs actes, tandis qu'il apparaîtrait comme la victime manifeste de leur tromperie. Nathan avait passé 30 jours à être méthodique, patient et invisible. Maintenant, il était temps d'être dévastateur. Le samedi matin, Nathan se rendit en voiture au bureau local du Federal Bureau of Investigation à Boston. Il portait une mallette contenant des copies imprimées de toutes les preuves qu'il avait amassées, photographies, relevés financiers, documents douaniers, conversations enregistrées et une chronologie détaillée de l'opération de contrebande. L'agent spécial Sarah Mitchell, une vétéran de 15 ans des enquêtes sur la fraude douanière, écouta l'histoire de Nathan avec un scepticisme professionnel qui se transforma progressivement en un intérêt intense à mesure qu'il présentait ses preuves. « Monsieur Rowe », déclara l'agent Mitchell après avoir examiné le premier dossier de documents, « c'est un travail extraordinaire. La plupart des gens qui soupçonnent une fraude douanière nous apportent une poignée de reçus et quelques soupçons. Vous avez construit un dossier fédéral complet. » « Je voulais être minutieux », répondit Nathan. « Combien de temps dites-vous que cette enquête a duré ? 30 jours. Une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai tout documenté. » L'agent Mitchell étala des photographies sur son bureau, des images d'Elena et de Brent déplaçant l'inventaire. Des captures d'écran d'annonces de vente en ligne. Des relevés bancaires démontrant les profits de l'opération de contrebande. Ces personnes utilisaient votre adresse personnelle comme point de réception. Oui, et ils utilisaient mes services de messagerie pour créer de fausses confirmations de livraison. J'étais un participant involontaire jusqu'à ce que je découvre l'opération il y a un mois. Et vous avez documenté vos tentatives de signalement des crimes ? Nathan lui tendit un autre dossier. Des signalements anonymes au siège social de Phoenix Freight. Des plaintes auprès du Better Business Bureau. Des recherches sur les procédures de signalement de la fraude douanière. J'ai essayé de le signaler par les voies appropriées, mais j'avais besoin de preuves concrètes avant de porter des accusations formelles. L'agent Mitchell acquiesça avec approbation. Approche intelligente. Les accusations non fondées de crimes fédéraux peuvent se retourner contre vous. Mais ceci, dit-elle en désignant les preuves étalées sur son bureau, c'est irréfutable. Que se passe-t-il ensuite ? Nous devrons vérifier vos preuves et mener notre propre enquête. Mais d'après ce que vous m'avez montré, nous sommes confrontés à une affaire fédérale avec de multiples accusés.
fraude douanière, complot, blanchiment d'argent, voire violation RICO. Si ce réseau s'étend au-delà des personnes que vous avez identifiées, combien de temps avant que des arrestations soient effectuées? Ça dépend de la quantité de preuves supplémentaires que nous pourrons rassembler. Nous préférerions les prendre en flagrant délit si possible, plutôt que de simplement les accuser sur la base de preuves antérieures. Sont-ils toujours en activité? Oui. Elena a déménagé hier, soi-disant pour aller chez son amie Zoé, mais je crois qu'en réalité elle emménage avec Brent pour pouvoir opérer plus ouvertement. Savez-vous où il loge? Nathan a fourni les adresses du condo de Brent, de l'appartement de Zoé et de l'entrepôt où ils stockaient leurs marchandises. L'agent Mitchell prenait des notes, planifiant déjà les opérations de surveillance. Monsieur Rowe, je dois vous poser la question. Pourquoi n'avez-vous pas confronté votre femme lorsque vous avez découvert l'affaire et la contrebande? Nathan a réfléchi à la question. Parce qu'une confrontation directe n'aurait pas mis fin à l'activité illicite, elle l'aurait simplement poussé davantage à la clandestinité. Mon objectif était de m'assurer qu'ils subissent de véritables conséquences. Quant à l'aspect personnel, et plus précisément à votre mariage, mon mariage s'est terminé à l'instant où Elena a choisi d'utiliser notre domicile pour des infractions fédérales. Tout ce qui a suivi n'était que de la documentation. L'agent Mitchell a refermé les dossiers de preuves. Nous vous contacterons dans les 48 heures. En attendant, continuez votre routine habituelle. Abstenez-vous de toute action qui pourrait alerter les suspects de cette enquête. Nathan rentra chez lui en voiture, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les preuves étaient désormais entre les mains des autorités fédérales et le destin d'Elena était scellé. Cependant, les efforts de Nathan n'étaient pas encore terminés, il avait encore des comptes personnels à régler. Le dimanche soir, Nathan a téléphoné à Elena. « Salut, dit Elena, avec un léger ton de surprise. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien, répondit-il, je m'habitue encore au calme de l'appartement. »« Comment est l'endroit de Zoé » demanda-t-elle. « C'est bien, vraiment bien, en fait. Zoé a été super pour me laisser de l'espace pour réfléchir. » Nathan savait qu'Elena n'était pas chez Zoé. Il était passé plus tôt et n'avait vu aucune trace de sa voiture. Elle était probablement au condo de Brent, inventant son emplacement par habitude. « J'ai réfléchi à nous, dit Nathan, à notre avenir. » Ah bon? Quoi à ce sujet, répondit-elle. Je pense que nous devrions officialiser cette séparation. Peut-être entamer une procédure de divorce. Il y eut une pause. Ça me paraît rapide. Nathan, nous ne sommes séparés que depuis 2 jours, dit-elle. Je sais, mais je pense qu'il vaut mieux être honnête sur la direction que cela prend. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre depuis des mois. Cette séparation ne fait que la formaliser. Si c'est ce que tu veux, dit Elena, et Nathan put déceler un soulagement dans sa voix une fois de plus. Elle voulait le divorce, mais voulait que Nathan le demande, ce qui lui permettait de maintenir l'illusion qu'elle était la victime. Je déposerai les documents cette semaine, dit Nathan. Nous devrions probablement discuter de la façon de diviser nos biens. Nous n'avons pas beaucoup de biens à partager, dit Elena rapidement. Le bail de l'appartement est à ton nom et nous ne possédons rien de valeur. Elena essayait déjà de dissimuler les profits de ses activités de contrebande. Elle souhaitait un divorce rapide et simple qui n'exigerait pas une divulgation financière détaillée. Quand même, nous devrions le faire correctement, dit Nathan. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer le week-end prochain pour tout passer en revue, pour nous assurer que nous sommes tous les deux justes. Bien sûr, dit Elena. On peut se retrouver à l'appartement samedi après-midi. Je vais emmener Zoé pour un soutien moral, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Zoé a toujours été une bonne amie pour nous deux. Nathan a mis fin à l'appel et a pris note dans son calendrier. Elena voulait se rencontrer samedi pour discuter du divorce et elle amenait Zoé. Nathan veillerait à ce que la rencontre soit mémorable. Lundi matin, un appel de l'agent Mitchell est arrivé. Monsieur Rowe, nous avons vérifié plusieurs éléments de vos preuves et commencé la surveillance des suspects. Nous prévoyons d'exécuter des mandats de perquisition plus tard cette semaine. Comment puis-je vous aider, demanda Nathan. En fait, nous aimerions que vous mainteniez un contact normal avec votre femme. Si elle soupçonne une enquête fédérale, elle pourrait détruire des preuves ou s'enfuir. Pouvez-vous continuer à agir comme si vous ignoriez ses activités criminelles? Absolument. Nous allons également avoir besoin que vous témoigniez devant un grand jury, probablement le mois prochain. Êtes-vous prêt à cela? Nathan a envisagé de s'asseoir dans une salle d'audience fédérale,
détaillant comment sa femme avait utilisé leur mariage comme couverture pour des opérations de contrebande internationale. Oui, je suis prêt. Mardi soir, Nathan a reçu une visite inattendue. Darrell a frappé à la porte de son appartement, l'air mal à l'aise et évitant le contact visuel. Nous devons parler, dit Darrell. Nathan fit entrer son frère dans l'appartement. Darrell se promena dans le salon, examinant l'espace où Elena et Brent avaient passé leur dernière soirée ensemble. Avery m'a appelé, dit Darrell. Elle a dit que tu enquêtais sur Elena pour fraude douanière. C'est exact. Et tu es allé au FBI. Oui. Darrell s'assit lourdement sur le canapé. Nathan, comprends-tu ce que tu as fait? Si Elena est reconnue coupable de crimes fédéraux, cela va faire les gros titres. Tout le monde va être au courant. Tant mieux. Tant mieux, Nathan. Cela affecte toute notre famille. Maman va être anéantie. Mes collègues vont poser des questions. Tu ne pouvais pas simplement divorcer d'Elena. Tranquillement, Nathan fixa son frère. Elena utilisait notre appartement pour commettre des crimes fédéraux, Darrell. Elle utilisait mes services de messagerie pour créer de faux documents pour une opération de contrebande. Si j'avais été pris à participer sans le savoir, j'aurais pu finir en prison fédérale. Mais tu n'as pas été pris. Tu aurais pu simplement la confronter en privé, la faire arrêter. Et si elle ne s'arrêtait pas? Et si elle décidait de prétendre que j'étais un participant volontaire pour se sauver? Et si elle convainquait les procureurs fédéraux que j'étais au courant de l'opération depuis le début? Darrell resta silencieux un instant. Je n'y avais pas pensé. Elena a fait ses choix, Darrell. Elle a choisi de commettre des crimes fédéraux. Elle a choisi d'utiliser mon domicile et mon travail pour le faire. Elle a choisi d'avoir une liaison avec son supérieur. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Et le pardon? Et essayer de trouver des arrangements. Nathan regarda son frère avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Darrell, Elena a passé des mois à me mentir en face tout en utilisant notre mariage comme couverture pour une activité criminelle. Elle prévoyait de me quitter de toute façon une fois qu'elle aurait assez d'argent grâce à la vente de marchandises de contrebande. Il n'y a rien à arranger. Tu sembles différent, dit Darrell. Plus dur. Peut-être. Plus dur. Peut-être que j'avais besoin de l'être. Mercredi après-midi, Nathan rencontra une avocate spécialisée dans les divorces recommandés par Avery. L'avocate, Patricia Walsh, examina les documents de Nathan concernant les biens d'Elena et son activité criminelle avec un intérêt professionnel. C'est inhabituel, dit Walsh. La plupart des affaires de divorce impliquent des litiges concernant des biens connus. Votre femme semble avoir dissimulé d'importants revenus provenant d'activités criminelles. Pouvons-nous récupérer ces biens? Demanda Nathan. Si elle est reconnue coupable de crimes fédéraux, tous les profits tirés de ces crimes seront sujets à confiscation. Mais nous pouvons également engager une action civile pour récupérer les biens obtenus par l'utilisation frauduleuse de ressources conjugales. Plus précisément, l'utilisation de votre adresse personnelle et de vos services de messagerie. De quelle somme parle-t-on? Walsh examina l'analyse financière de Nathan. D'après vos documents, votre femme et ses complices ont probablement engrangé plusieurs centaines de milliers de dollars au cours de l'année écoulée. Si nous pouvons prouver que ces profits ont été obtenus grâce à l'utilisation abusive de biens conjugaux, vous pourriez avoir droit à une compensation importante. Même si nous sommes en train de divorcer? Surtout parce que vous êtes en train de divorcer. Le tribunal voudra s'assurer que les biens conjugaux ne sont pas cachés ou utilisés abusivement. Si Elena utilisait votre domicile et vos relations professionnelles pour générer des revenus, vous avez une revendication légitime sur une partie de ces revenus. Nathan signa un accord de mandat et autorisa Walsh à engager une procédure de divorce. Elena pensait obtenir un divorce simple et sans contestation qui lui permettrait de s'en aller avec les profits de sa contrebande. Au lieu de cela, elle était sur le point de faire face à une procédure agressive de recouvrement d'actifs qui exposerait chaque dollar qu'elle avait caché. Jeudi soir, les caméras de surveillance de Nathan ont capturé un événement intéressant. Elena est retournée à leur appartement alors que Nathan était censé travailler tard en tant que coursier. Elle s'est introduite avec sa clé et a passé 2 heures à fouiller dans les affaires de Nathan, à la recherche de quelque chose de précis. Nathan observait depuis sa voiture Elena fouiller dans son bureau, ses fichiers informatiques et son matériel de coursier. Elle cherchait des preuves que Nathan la soupçonnait de ses activités criminelles. Ne trouvant rien d'évident, elle a planté une clé USB dans son sac de coursier,
contenant probablement de fausses preuves qui impliqueraient Nathan dans l'opération de contrebande. Si elle était découverte par des enquêteurs fédéraux, Elena essayait de se créer une assurance contre le témoignage potentiel de Nathan. Si des agents fédéraux l'arrêtaient, elle pourrait prétendre que Nathan était le véritable cerveau et montrer la preuve falsifiée comme preuve. Nathan a photographié Elena en train de planter la clé USB, ajoutant un autre crime fédéral à sa liste croissante de délits. La production de fausses preuves était une obstruction à la justice, un crime fédéral passible d'une peine de prison. Vendredi matin, l'agente Mitchell appela pour faire le point. Nous exécutons des mandats de perquisition aujourd'hui, dit-elle. Les bureaux de Phoenix Freight, l'entrepôt, la résidence de Brent Laval et le lieu de résidence actuel de votre femme. Êtes-vous prête à ce que cela devienne public? Je m'y prépare depuis des semaines, dit Nathan. Nous devrons également fouiller votre appartement par formalité. Nous savons que vous coopérez, mais nous devons documenter que votre domicile a été utilisé à votre insu. Je comprends, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Elena a déposé des preuves dans mon sac de coursier hier soir. Une clé USB qui contient probablement des documents fabriqués de toutes pièces et destinés à m'impliquer. Avez-vous des preuves de cela? Des preuves vidéo issues de caméras cachées. Elle s'est introduite dans notre appartement et a déposé la clé pendant que j'étais censé être au travail. Envoyez-nous ces images immédiatement. La fabrication de fausses preuves est une obstruction à la justice. Nathan a envoyé les fichiers vidéo à l'agent Mitchell, puis s'est adossé à sa chaise pour attendre le déroulement des événements de la journée. À 11h30 du matin, le téléphone de Nathan a sonné. Elena pleurait. Nathan, il se passe quelque chose de terrible, sanglotait-elle. Des agents du FBI fouillent mon bureau. Ils disent que je fais l'objet d'une enquête pour fraude douanière. Je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan n'a rien ressenti en écoutant les larmes d'Elena. Ni sympathie, ni regret, ni satisfaction, juste un froid sentiment d'achèvement. Ça a l'air sérieux, a dit Nathan. Avez-vous un avocat? Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat, Nathan. Je pense que quelqu'un essaie de me piéger. Peut-être Brent ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise. J'ai besoin de ton aide. Comment puis-je vous aider? Peux-tu venir au poste de police? J'ai besoin de quelqu'un qui me connaît. Quelqu'un qui puisse témoigner de ma moralité. Nathan a examiné cette requête. Elena, alors qu'elle était appréhendée pour les délits qu'elle avait commis contre lui demandait de fournir des références morales. L'ironie frôlait la perfection. Je vais voir ce que je peux faire, a répondu Nathan. À 2h de l'après-midi, Nathan a reçu un autre appel téléphonique. Cette fois, c'était Brent Laval. Est-ce bien Nathan Rowe? La voix de Brent était tendue d'appréhension. Oui. Ici Brent, le supérieur d'Elena chez Phoenix. Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises. Nathan se souvenait avoir observé Brent lors de réunions d'entreprise, rayonnant de charme et d'assurance, traitant Nathan comme un conjoint insignifiant. Je me souviens. Écoute, le Bureau fédéral d'investigation a fait une descente dans nos bureaux plus tôt dans la journée. Ils affirment qu'Elena et moi sommes impliqués dans une sorte d'opération de contrebande. Tout cela est un malentendu. Cependant, Elena a mentionné que des colis auraient pu être livrés à votre adresse par erreur. Pouvez-vous vérifier que vous n'avez jamais signé ou accepté de colis Phoenix? Brent essayait de s'assurer que Nathan n'avait aucune connaissance de l'opération de contrebande. Il s'attendait probablement à ce que Nathan fournisse des déclarations qui pourraient être utilisées pour leur défense. Je signe des colis tout le temps, a déclaré Nathan. Cela fait partie intégrante de mon rôle de coursier. Mais plus précisément, des colis Phoenix adressés à votre domicile. Il faudrait que je consulte mes archives, a répondu Nathan. Pourquoi votre avocat ne me contacte-t-il pas avec des demandes spécifiques? Mon avocat? Vous faites l'objet d'une enquête fédérale, Brent. Vous devriez absolument avoir un avocat. La conversation s'est terminée brusquement. Nathan imaginait Brent assis dans son luxueux appartement, réalisant que sa carrière, sa liberté et son avenir avec Elena s'évanouissaient simultanément. Samedi matin, Nathan s'est préparé pour sa dernière rencontre avec Elena. Elle avait téléphoné vendredi soir pour confirmer leur discussion sur le divorce, bien que sa voix ait été vide de désespoir. Elena faisait face à des actes d'accusation fédéraux, à la confiscation de biens et à un emprisonnement potentiel. La dernière chose qu'elle souhaitait discuter était le partage des biens matrimoniaux. Cependant, Nathan avait insisté pour cette rencontre,
affirmant qu'il souhaitait la soutenir dans cette période difficile. Elena avait acquiescé, anticipant probablement que Nathan fournirait les références morales et le réconfort émotionnel dont elle avait désespérément besoin. Nathan a rangé l'appartement et disposé des chaises autour de la table de la cuisine. Il voulait que tout ait l'air normal lorsqu'Elena et Zoé arriveraient. Il a également activé toutes ses caméras cachées et ses enregistreurs vocaux. Cette conversation constituerait la pièce à conviction ultime dans son dossier contre Elena. À 1h de l'après-midi, Elena a frappé à la porte. Nathan a ouvert la porte pour découvrir sa femme accompagnée de Zoé, les deux femmes apparaissant fatiguées et appréhensives. Elena avait pleuré, et Zoé avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Salut » a dit Elena doucement. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Bien sûr » a répondu Nathan, leur faisant signe d'entrer. C'est une période difficile pour tout le monde. Elles se sont rassemblées autour de la table de la cuisine où Nathan et Elena avaient partagé des centaines de repas en 4 ans de mariage. Maintenant, la table ressemblait à une salle de conférence où des adversaires se réunissaient pour négocier les termes de la reddition. Nathan a commencé. Elena, je sais que tu dois avoir des questions concernant ce qui se passe. J'ai des questions, a déclaré Nathan. Cependant, peut-être devriez-vous commencer par expliquer ce que vous pensez qu'il se passe. Elena a jeté un coup d'œil à Zoé, qui a acquiescé d'un signe encourageant. Quelqu'un chez Phoenix a exploité mon nom et mes codes d'accès pour perpétrer une fraude douanière, a déclaré Elena. Le Bureau fédéral d'investigation me soupçonne d'être impliqué, mais je te jure, Nathan, je n'étais absolument pas au courant de ce qui se tramait. Quelle sorte de fraude douanière? Une sous-évaluation des marchandises importées pour échapper au paiement des taxes appropriées. Quelqu'un utilisait les ressources de l'entreprise pour faire passer en contrebande des articles de luxe et les vendre en ligne. Tu sais qui? Probablement Brent, répondit Elena en évitant le regard de Nathan. Il avait accès à tous les systèmes, et il mettait constamment la pression sur les employés pour qu'ils contournent le protocole administratif. Nathan acquiesça avec empathie. Ça doit être effrayant d'être accusé de quelque chose que tu n'as pas commis. C'est le cas, dit Elena, les larmes lui montant une fois de plus aux yeux. Nathan, je dois te demander quelque chose d'important. Le Bureau fédéral d'investigation pourrait te contacter dans le cadre de leur enquête. S'ils le font, j'ai besoin que tu leur dises que je ne me livrerai jamais à quoi que ce soit d'illégal. Bien sûr. Et s'ils s'enquièrent de colis livrés ici, tu devrais leur dire que tu n'as jamais sciemment accepté de colis Phoenix à notre adresse. Nathan simula la réflexion. Elena, je me souviens effectivement de quelques colis livrés ici avec des étiquettes Phoenix. J'ai signé pour eux dans le cadre de mes tâches de coursier habituelles. Le visage d'Elena pâlit. Tu as signé pour des colis Phoenix à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois. Je supposais que c'était des livraisons légitimes. Peut-être quelque chose que tu avais commandé pour le travail. Oh, mon Dieu, murmura doucement Zoé. Elena, si Nathan a signé pour les colis, cela établit une trace écrite. Nathan, dit Elena avec urgence. Quand le Bureau fédéral d'investigation t'interrogera sur ces colis, tu dois être extrêmement clair sur le fait que tu ne savais pas ce qu'ils contenaient. Tu ne faisais que signer pour des livraisons dans le cadre de ton travail. Je peux leur dire la vérité, dit Nathan. Mais Elena, il y a autre chose dont nous devons parler. Quoi? Notre divorce. J'ai déposé les papiers hier. Elena sembla déconcertée par ce brusque changement de sujet. D'accord, je pensais qu'on allait en discuter aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Mon avocat a besoin de documents sur tous nos biens et sources de revenus, y compris tout revenu que tu aurais pu recevoir de sources autres que ton salaire habituel chez Phoenix. Je n'ai pas d'autres sources de revenus, déclara Elena rapidement. En es-tu certaine? Parce que mon avocat a découvert des preuves de plusieurs comptes bancaires et cartes de crédit à ton nom dont j'ignorais l'existence. Elena échangea un regard avec Zoé. Ce ne sont que des comptes d'épargne provenant d'heures supplémentaires, dit Nathan doucement. Mon avocat a également mis au jour des preuves de comptes de vente en ligne enregistrés à ton nom et au nom de Zoé. Des comptes qui ont généré des revenus substantiels au cours de l'année écoulée. Le silence se fit dans la pièce. Elena fixa Nathan avec une appréhension croissante, réalisant enfin que son mari n'était pas l'homme passif et inconscient qu'elle avait cru qu'il était. Nathan, dit Zoé avec prudence, qu'est-ce que ton avocat a découvert précisément? La preuve qu'Elena et plusieurs autres personnes ont exploité une entreprise de vente en ligne utilisant des biens obtenus par le biais de la fraude douanière. La preuve qu'Elena avait une liaison extra-conjugale avec Brent Laval.
La preuve qu'Elena avait l'intention de m'abandonner une fois qu'elle aurait accumulé suffisamment de fonds grâce à la vente de biens de contrebande. Le visage d'Elena blêmit. Je t'enquête depuis 30 jours, dit Nathan. Depuis que j'ai compris ce que toi et Brent faisiez. Tu étais au courant. La voix d'Elena était à peine audible. Je savais pour la contrebande. Je savais pour la liaison. Je savais pour tes plans de me quitter. J'ai tout documenté. Zoé se leva brusquement. Je dois partir. Elena. Nous devrions y aller. Asseyez-vous, Zoé, dit Nathan calmement. Tu fais aussi partie de cette conversation. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, dit Zoé, mais elle se rassit. Zoé, tu as géré les ventes en ligne pour l'opération de contrebande d'Elena et Brent. Tu as fourni des alibis quand Elena rencontrait Brent. Tu as aidé à blanchir de l'argent par le biais de tes comptes de commerce électronique. Tu n'es pas l'ami d'Elena. Tu es sa partenaire commerciale. Zoé commença à pleurer. Elena, il sait tout. Comment, demanda Elena. Comment pouvais-tu concevoir de savoir tout ça? Parce que je ne suis pas stupide, Elena. Je ne suis pas passif. Je ne suis pas le mari insignifiant que tu as cru épouser. Quand j'ai reconnu que tu utilisais notre maison pour des crimes fédéraux, j'ai enquêté. Quand j'ai découvert que tu avais l'intention de me quitter, je me suis préparé. Quand j'ai constaté que tu étais prête à me laisser endosser la responsabilité de tes crimes, je me suis protégé. Tu nous as dénoncés au Bureau fédéral d'investigation, dit Elena, la compréhension se faisant jour sur son visage. Oui. Tu as détruit ma vie. Non, Elena. Tu as détruit ta propre vie. Je n'ai fait que le documenter. Elena se leva, son choc se transformant en fureur. Espèce d'imbécile. Tu aurais pu simplement me confronter. Nous aurions pu résoudre ça. Résolu quoi, Elena? Ton affaire. Ton opération de contrebande. Ton plan de m'abandonner une fois que tu aurais volé suffisamment de fonds. Ce n'était pas censé te blesser. Utiliser l'adresse de mon domicile pour des crimes fédéraux n'était pas censé me blesser. Utiliser mes services de messagerie pour fabriquer de faux documents n'était pas censé me blesser. Envisager de prétendre que j'étais un participant consentant si tu étais appréhendé n'était pas censé me blesser. La rage d'Elena s'effondra en supplications désespérées. Nathan, s'il te plaît, téléphone au Bureau fédéral d'investigation. Dis-leur que tu as fait une erreur. Dis-leur que je suis innocent. Mais tu n'es pas innocente, Elena. Tu es coupable de tout ce que j'ai rapporté et plus encore. Plus encore? Nathan se leva et se dirigea nonchalamment vers son sac de messager. Il en sortit la clé USB qu'Elena y avait plantée, la tenant en l'air pour qu'elle puisse la voir. Jeudi soir, tu as cambriolé notre appartement et tu as planté de fausses preuves dans mon matériel de travail. Des preuves conçues pour m'impliquer dans tes crimes. Au cas où les enquêteurs fédéraux les découvriraient. Elena fixa la clé USB avec horreur. Comment as-tu su? Caméra cachée. J'ai une vidéo de toi en train de planifier cette clé, ainsi qu'un enregistrement audio de toi et de Brent discutant de la façon de me piéger si vous étiez appréhendé. Zoé sanglotait ouvertement maintenant. Elena, nous allons en prison. Oui, dit Nathan. Vous allez en prison. Elena se rassit, son visage dépourvu d'expression sous le choc. Je ne comprends pas. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement quitté? Pourquoi as-tu dû tout détruire? Parce que, Elena, tu as fait de moi un complice involontaire de crimes fédéraux. Tu as utilisé notre mariage comme couverture pour une activité criminelle. Tu étais prête à me laisser assumer le blâme pour te sauver. M'abandonner ne m'aurait pas protégé des poursuites, alors tu m'as détruit à la place. Je me suis protégé. Ta destruction n'était qu'un effet secondaire. Elena fixa Nathan pendant un long moment, le percevant clairement peut-être pour la première fois dans leur mariage. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, Nathan. Non, concéda Nathan. L'homme que j'ai épousé était faible et confiant. L'homme que j'ai épousé croyait que les individus étaient fondamentalement décents. L'homme que j'ai épousé pensait que le mariage était un partenariat basé sur l'honnêteté et la loyauté. Et maintenant? Maintenant, j'en sais plus. Zoé se leva soudainement une fois de plus. Je ne peux pas supporter ça, Elena. Je dois penser à ma propre situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Elena. J'ai besoin d'un avocat, affirma-t-il. De plus,
je dois envisager un accord de plaidoyer. Je ne peux pas m'infliger une incarcération fédérale pour te protéger, toi et Brent. Zoé, s'il te plaît, implora Elena. Nous sommes des connaissances, rétorqua Zoé. Nous étions, en fait, des associés. Et l'entreprise est terminée. Zoé quitta l'appartement, abandonnant Elena de la même manière qu'Elena avait prévu d'abandonner Nathan. Elena regarda son plus proche allié disparaître, puis se tourna vers Nathan avec une expression frôlant le désespoir. « Que désires-tu, Nathan » ? « De l'argent, déclara-t-il. Je peux te remettre la moitié de tout ce que j'ai acquis. Plus de la moitié, même. Je ne suis pas intéressé par ton argent, Elena. C'est une preuve dans un crime fédéral. Il est destiné à être confisqué de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Que désires-tu? Nathan considéra la question. Que désirait-il, en effet? Justice? Vengeance? Justification? Je souhaite que tu comprennes, déclara finalement Nathan, que les actions ont invariablement des conséquences. Je veux que tu saches que le mari passif que tu pensais pouvoir manipuler et jeter documentait en réalité méticuleusement chacune de tes manœuvres. Je veux que tu reconnaisses que ton arrogance et ta cruauté ont précipité la destruction de ta propre existence. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, dit doucement Elena. Si, tu l'as fait. Peut-être pas au début, mais à la fin, tu avais très certainement l'intention de me faire du mal. Tu étais prête à me faire condamner à une prison fédérale pour te protéger. Ce n'est pas une cruauté accidentelle, Elena. C'est une malveillance calculée. Elena resta silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant la table de la cuisine où ils avaient planifié des vacances et délibéré sur des rêves à des époques plus heureuses. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, tu obtiens une représentation légale et tu te prépares à un procès fédéral. On te présentera probablement un accord de plaidoyer si tu témoignes contre Brent et les autres. Accepte-le. Une pénitencier fédérale est préférable à une pénitencier d'État. Et qu'en est-il de nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous depuis des mois. La seule différence est que maintenant c'est officiel. Elena se leva lentement, rassemblant son sac à main et sa veste. Puis-je poser une dernière question? Certainement. Quand ton affection pour moi a-t-elle cessé? Nathan y réfléchit. La soirée où je t'ai découverte dans le bureau de Brent, riant de mon ridicule et de mon insignifiance, c'est là que j'ai compris que tu n'étais pas la personne que je croyais avoir épousée. J'ai éprouvé de l'affection pour toi autrefois, Elena, dit-elle. Au début, du moins. Je le sais. Cependant, l'affection est insuffisante lorsqu'elle n'est pas étayée par le respect et la loyauté. Elena se dirigea nonchalamment vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais tu es désolé d'avoir été appréhendé, pas désolé des actes que tu as commis. Elena s'en alla, refermant doucement la porte derrière elle. Nathan resta assis seul dans l'appartement qui n'évoquait plus le sentiment d'un foyer, entouré des vestiges d'un mariage qui avait péri bien avant qu'aucun d'eux ne l'admette. Le téléphone de Nathan sonna. Agent Mitchell. Monsieur Rowe. Nous avons procédé à des arrestations dans votre affaire, Elena Rowe, Brent Laval, Zoé Cresswell et 3 autres. Les preuves que vous avez fournies ont été déterminantes pour obtenir des mises en accusation. Quelle est la prochaine étape? Une procédure devant le grand jury, puis un procès. Nous aurons besoin de votre témoignage, mais compte tenu de votre coopération et des preuves qui confirment votre innocence, vous ne serez pas inculpé. Qu'en est-il du recouvrement des avoirs? Les actifs acquis grâce à l'opération de contrebande seront confisqués. Étant donné qu'une partie de ces actifs ont été obtenus par l'utilisation abusive de votre domicile et de vos services de messagerie, vous pourriez avoir droit à une compensation en tant que victime de ces crimes. Nathan exprima sa gratitude à l'agent Mitchell et mit fin à l'appel. Il se dirigea nonchalamment vers sa fenêtre et contempla la rue où il avait vécu pendant 4 ans avec Elena. Le lendemain, il commencerait à chercher un nouvel appartement, peut-être dans un quartier complètement différent. Il reconstruirait son entreprise de messagerie, probablement sous un nouveau nom. Il entamerait le processus de construction d'une nouvelle existence à partir des décombres de son mariage. Mais ce soir-là, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. La paix. Les mensonges étaient terminés. L'enquête était achevée. Elena et ses complices allaient devoir faire face aux conséquences de leur choix.
Nathan ouvrit son ordinateur portable et commença à taper son rapport final, documentant le point culminant de son enquête de 30 jours sur la perfidie de sa femme. Il écrivit au sujet des preuves qu'il avait amassées, des choix qu'il avait faits, et de la satisfaction d'observer l'arrogance criminelle s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Tout en tapant, Nathan réfléchissait à ce qu'il avait appris sur lui-même pendant l'enquête. Il n'était pas l'homme passif et insignifiant qu'Helena avait cru épouser. Il était méthodique, patient et, si nécessaire, impitoyable. Il était capable de planification à long terme et d'exécution froide. Il était quelqu'un qui menait à bien ce qu'il entreprenait. Plus important encore, Nathan avait appris qu'il n'avait besoin ni d'Helena, ni de personne d'autre pour valider sa valeur. Il se suffisait à lui-même, capable de se protéger et de punir ceux qui tentaient de l'exploiter. Nathan enregistra son rapport final et ferma l'ordinateur portable. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, témoigner lors de procès fédéraux, reconstruire son entreprise, réapprendre à vivre seul. Mais ce soir-là, il était content de savoir qu'Helena et Brent étaient assis dans des cellules de détention fédérale, contemplant la destruction de tout ce qu'ils avaient construit par le mensonge et la trahison. La justice n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, il s'agissait simplement d'une documentation méthodique de la vérité, suivie des conséquences inévitables des choix criminels. Nathan avait prévenu Helena une fois, indirectement, qu'il n'était pas qu'un simple coursier. Maintenant, elle savait précisément ce qu'il était. Quelqu'un qui menait ses livraisons à bien, quelle que soit la longueur de la route ou la difficulté de la destination. Le colis avait été livré, le reçu avait été signé, la transaction était terminée.